NFT Business, c'est le podcast qui parle de NFT, mais surtout de la façon dont ils vont impacter votre business. Notre podcast vous aide à comprendre les défis et saisir les opportunités, car oui, le monde de demain a besoin d'entrepreneurs comme vous. Nos invités sont des bâtisseurs, ceux qui construisent les entreprises de demain. Aujourd'hui, nous recevons Mathieu Stéphanie de chez Cosa Vostra. Il produit et présente les podcasts que vous connaissez tous, Génération Do It Yourself et La Martingale, mais pas que. C'est aussi un serial entrepreneur qui a le cerveau en ébullition. Alors pourquoi lui, vous direz? Parce que Mathieu Stéphanie, c'est une balle magique. Il monte ses business en toile d'araignée, l'un nourrissant l'autre, en générant du réseau, de la notoriété et par conséquent du chiffre d'affaires. D'où peut-être le nom de Cosa Vostra, en référence à la familia. 500 000 écoutes mensuelles, quasi 70% des auditeurs qui écoutent les podcasts de Mathieu jusqu'à la fin. C'est l'équivalent d'un Stade de France qui écoute en moyenne 2h20 de podcasts. Ça, ce sont des bonnes raisons. Mais la meilleure raison, c'est qu'un jour, j'étais dans ma voiture. À la croisée des chemins, je devais prendre une décision très, très importante. Et comme d'habitude, j'écoutais les podcasts de Mathieu Stéphanie. Et puis, un jour, j'ai eu l'impression que c'était Jésus qui me parlait. Le ciel s'est ouvert. Le ciel s'est ouvert. Et j'ai entendu cette phrase qui a fait que j'ai décidé de changer de cap. C'est « Nous sommes la moyenne des gens que nous fréquentons ». Et là, je me suis dit, je ne peux plus être dans le questionnement, l'expectative, l'hésitation. Je dois être dans le faire. J'agis. Do it. Donc voilà, c'est la meilleure raison pour laquelle je t'invite sur ce podcast. Et je suis ravie de t'accueillir. Eh ben, écoute, je suis ravi d'être là. Salut Claudia, salut Benjamin. Salut Mathieu. Plus qu'heureux. Voilà, je n'ai pas pris les Jésus pour moi. On avait toute une discussion ce midi avec l'équipe de Génération Do It Yourself sur justement les gourous et ce que je ne veux absolument pas être. Mais justement, plus un relais d'inspiration. C'est ce qui me tient à cœur. Oui. Mais c'est tout à fait ce que tu fais, Mathieu. Est-ce qu'en 2 mots, tu peux planter le décor? Qui es-tu? Pourquoi cette envie de fédérer, de rassembler, de partager? Pourquoi cette notion de business à travers la communauté? Et aussi ton avis sur l'avenir. Est-ce que tu penses qu'aujourd'hui, c'est envisageable? On fera le lien après avec les NFT communauté, évidemment, mais est-ce que tu penses qu'aujourd'hui, c'est envisageable de développer un business sans développer une communauté? Alors, ça fait beaucoup de questions. Pour me présenter, j'ai 42 ans. Je suis parisien d'adoption depuis plus de la moitié de ma vie. Je suis papa et mari, papa de 3 enfants, mari d'une femme merveilleuse. Et je m'estime assez chanceux parce que, en l'occurrence, je suis né en France, enfin dans un pays développé. Et ça, je pense qu'il faut aussi s'en rendre compte. On peut se dire qu'il y a des gens qui n'ont pas beaucoup de chance, il y a des gens, voilà. Mais je suis assez opportuniste dans le bon sens du terme. Je le revendique. Je pense qu'en fait, je vois des choses, je saisis les opportunités qui me passent devant. Je les crée aussi autant que possible. Et je crois que je suis un féru de digital, je suis un enfant du digital, dans le sens où, en tout cas, moi, j'ai découvert les ordinateurs. Alors, les consoles, finalement, quand je devais avoir 4 ans, 5 ans, grâce à mes grands frères, les ordinateurs avec mon père, quand j'avais 10 ans, je pense, les ordinateurs connectés plutôt quand j'avais 15-16 ans. Et en fait, j'ai assez vite compris que ce truc allait être magique. Et tu vois, tu parles de communauté, mais que ça allait rassembler finalement les gens. Alors ça peut effrayer aujourd'hui de plus en plus, on parle de métaverse, de plein de choses qui sont à la fois fascinantes, à la fois effrayantes, mais j'ai vite voulu aller creuser dans tout ça et je me suis vite rendu compte qu'en effet, tout était lié, qu'avant il y avait ta communauté, c'était forcément physique, ou alors tu pouvais le faire par courrier peut-être, enfin, il y avait un peu de communautaire, hein, ça existait par courrier d'une manière ou d'une autre, mais finalement, tu vois, dans le business communautaire, c'était les réunions Tupperware peut-être, enfin, tu vois, c'était pas non plus un truc complètement dingue, et c'est vraiment ce qui a changé. Et ce qui est intéressant là-dedans, à mon sens en tout cas, c'est que je pense que c'est plutôt dans l'absolu, il y a des dérives, et pour le bien et pour le bon. C'est-à-dire que, comme tu fais moi en tout cas, je fais pas mal de choses de manière très publique. Je partage beaucoup de choses.
j'essaye pas de me montrer, c'est pour cela où je dis qu'il y a des dérives, comme sur plein de réseaux sociaux, toujours sous mon meilleur angle. J'ai un épisode récent qui n'est pas encore sorti quand je vous parle, mais dans lequel à la fin je dis un truc, mais j'ai honte, j'ai tellement honte, mais je ne l'ai pas enlevé parce qu'en fait je me dis, c'est quoi, ça fait partie du game en fait. Je ne suis pas sur Insta avec des filtres, quoi. Et donc voilà, et je pense qu'aujourd'hui il y a une vraie, après des années d'acclimatation, on rentre dans un âge adulte du web, du digital, et cet âge adulte qui se symbolise notamment par le Web3 sous plein d'aspects, me semble assez passionnant parce qu'il est sous le signe de l'authenticité, un peu plus du partage de valeurs, de la souveraineté des données, de plein de choses. Donc je trouve ça hyper inspirant. Je ne sais pas si j'ai répondu à ta question. Mais... Bon. Tout à fait, Mathieu. Oui, en tout cas, tu me fais penser à pas mal de choses. C'est vrai qu'on est ici pour parler des NFT. Toi, tu as évoqué le Web 3.0, qui est cette troisième génération de l'Internet. Mais c'est vrai qu'il y a une inquiétude. On sent quand même, parmi les gens qui ne maîtrisent pas encore ces problématiques de nouvel Internet, nouvel âge de l'Internet, le NFT, la crypto, etc., ça inquiète beaucoup parce que les gens ne savent pas où ça va. Même nous, pourtant on est dans le game, mais on ne sait pas non plus où ça va, mais on est en train d'essayer de construire le futur. Mais il y a cette inquiétude que j'avais retrouvée déjà dans l'avènement de l'Internet. Je me souviens bien, il y a 20 ans, l'Internet inquiétait déjà beaucoup. Il y avait aussi cette inquiétude sur les cartes de crédit, comment on va pouvoir payer sur Internet. Aujourd'hui, tout ça est d'une banalité confondante, mais il y avait cette inquiétude, hein. Donc, je retrouve ce que tu dis pour faire le lien avec les NFT. Et on est là, je pense que toi et nous, avec nos podcasts, on est là pour démocratiser, pour dire aux gens, ne vous inquiétez pas, rentrez plutôt dedans. Essayez vous-même de construire l'avenir au lieu de le subir, en fait, et d'attendre qu'il arrive et que peut-être qu'il prenne une tournure négative, finalement. Sachant qu'on peut très facilement... le Web3, c'est peut-être trop tard, j'en sais rien, mais l'interdire, entre guillemets, ou en tout cas vouloir l'interdire en disant c'est dangereux, c'est l'ennemi. On l'avait vu sur le Web 2, donc, qui est représenté par ce qu'on appelle le communautaire, donc finalement Facebook, Instagram de prime abord. Un Web 1, ce sont des publishers qui vont publier des choses en one to many, mais on est vraiment dans du top-down, quoi, du très vertical, du haut vers le bas. Web 2, on a des échanges beaucoup plus importants avec les contributeurs, les amateurs qui vont participer à Facebook, à Twitter, mais la valeur est toujours captée et centralisée par des grandes corporations, souvent américaines, un peu européennes et également pas mal asiatiques, chinoises. Et Web3, l'idée, c'est plus de dire ça, voilà, on récupère la valeur de ces données, on récupère dans cette valeur, donc potentiellement, des transactions qui peuvent aller avec. Et ça, c'est intéressant, mais ça fait peur parce que tu te dis, il va y avoir des abus. Il y a déjà des abus, il y a déjà des arnaques, il y a déjà des bulles. On est probablement en pleine bulle, il se passe des trucs complètement dingues. Vous avez mis les mains un peu dans les NFT. Moi, je regarde un peu tout ce qui est DAO un peu en ce moment, où les introductions en bourse, en bourse, les ICO, ouais, avec des trucs où tu te dis, mais ça pue ce truc, mais ça, et en fait, ça pue, mais ça monte jusqu'à ce que ça explose, et puis il y a celle qui arrive derrière, ça décrédibilise un peu tout, mais dans le Web 2, on disait, oui, mais attends, les gens vont publier n'importe quoi, ils vont se harceler entre eux, il va y avoir des pédophiles, il va y avoir des criminels, il va y avoir des terroristes, il va y avoir... Exactement. Il va y avoir des choses affreuses. Il y a des choses affreuses, toujours même. Hein. Il y a des gens qui modèrent pour Facebook, pour Twitter, qui sont payés pour voir des choses affreuses toute la journée. Exactement. C'est terrible. Maintenant, est-ce que pour autant, on doit interdire tout ça? Je ne suis pas sûr. Est-ce que c'est un progrès ou pas? Ça se pose comme question. Le travers, ça fait aussi partie de la construction. C'est ce qui va permettre à un moment donné d'organiser légalement les choses. S'il n'y a pas de travers, on ne comprend pas où sont les limites. Donc, d'ailleurs, je lisais ce matin que par rapport à ces NFT qui ont été faits de ces sacs Hermès, l'artiste a été pris à son propre jeu, puisqu'en fait, il a volé la propriété intellectuelle d'Hermès et lui-même a été volé. Donc, en fait, il y a un type qui a fait des NFT de ces NFT. Donc, c'est à un moment donné, quand on se rend compte qu'il n'y a pas de frontières et pas de limites, qu'on se dit, OK, il va falloir légiférer, il va falloir organiser, mais d'abord, laissons faire, regardons ce qui se passe. Et là-dessus, hein, c'est un peu l'idée, mais quand on doit t'expliquer au début que tu peux être propriétaire d'un JPEG, ce qui te semble complètement lunaire, parce qu'on n'est pas habitué à ça. Mais il a fallu aussi nous expliquer à un moment que tu n'étais plus propriétaire d'une photo il y a 20 ans. En fait, tout ça va très vite.
Et je trouve à chaque fois, tu vois, l'explication du NFT, de la propriété intellectuelle de quelque chose, et pas de la copie de sa propriété intellectuelle, semble assez logique. Encore une fois, après, il y a des trucs, les CryptoPunks, je sais pas s'ils vaudront encore 50 millions dans 10 ans. Honnêtement, je pourrais vous dire probablement pas. En vrai, j'en ai strictement aucune idée, quoi. Non, et puis les NFT, ça ne s'arrête pas de qu'à ça. Ça va disrupter pas mal de modèles, pas mal de boulot, en fait, de job. Donc aujourd'hui, effectivement, on parle beaucoup de ce marché de l'art. D'ailleurs, on ne parle que de ça, mais aujourd'hui, ça va aller beaucoup plus loin. Et je pense que ça, c'est ce qui nous intéresse vraiment. C'est, OK, le NFT, bien sûr, le CryptoPunk, etc. Mais en dehors de ça, vous êtes chef d'entreprise, soyez attentifs, attention, ça impacte quoi? La traçabilité, l'authenticité, la certification. Tiens, moi, je suis notaire ou je suis expert comptable. Tiens, est-ce que ça va m'impacter? Et donc, je pense effectivement que c'est important d'en parler d'abord à travers ces podcasts, mais aussi d'en parler autour de nous. Pourquoi? Parce que le changement des comportements au quotidien et donc des prises de décision, elles viennent par la compréhension. Et la compréhension, elle ne vient pas du jour au lendemain, parce que moi, je me souviens, il y a quelques années, quand je me suis formée au digital, enfin, quand je dis quelques années, il y a une dizaine d'années, il a fallu faire beaucoup d'évangélisation et on était toujours le porteur de la mauvaise parole parce que les gens sont de par nature réfractaires au changement et n'ont pas envie d'entendre qu'il faut changer les choses et donc travailler beaucoup plus. Donc, oui. On a connu ça par les réseaux sociaux, quand il fallait expliquer, en tant qu'artiste, par exemple, il fallait expliquer aux galeristes, aux artistes, aux institutions qu'il fallait se mettre sur Instagram. Moi, la plupart des gens me disaient il y a 7 ans, mais Instagram, pourquoi faire? Qui va me voir? Il n'y a personne sur Instagram. Et je me souviens, sur Internet, on se disait, les gens disaient, avant les années 2000, mais pourquoi aller sur Internet? Il n'y a personne, on est juste quelques milliers, quoi. Aujourd'hui, sur les NFT, c'est pareil, on te dit, mais le NFT, on est presque quelques milliers, simplement. Mais je leur dis, aujourd'hui, quelques milliers, dans 6 mois, on sera des millions. Et puis, dans l'année prochaine, on sera des dizaines de millions. Pour rebondir sur les CryptoPunks, effectivement, ça aussi, on a la remarque tout le temps, nous. Les gens confondent le CryptoPunk, qui est un collectible, qui est même ce qu'on appelle un PFP, donc un profile picture. Donc, c'est même une image de profil Twitter ou Instagram. Ils confondent ça avec une démarche artistique. Le plus grand artiste aujourd'hui, c'est Beeple. C'est un avatar, évidemment. C'est un Américain. Il s'appelle Mike Winkelmann et il se fait connaître sous Beeple. Et lui, il a une démarche vraiment artistique. Et je rappelle tout le temps aux gens que la fameuse œuvre qui a été vendue 69 millions de dollars en mars, qui a fait connaître les NFT, c'est 13 ans de travail de ce type-là. Et qui a émis une œuvre tous les jours. Et toi, Mathieu, tu sais ce que c'est que de tweeter tous les jours, de produire du contenu tous les jours. Donc, il a fait 5000 œuvres. Donc, il y a eu 5000 jours qui ont été exposés, réunis en un seul JPEG et vendus par Christie's. Et les gens se sont dit, mais enfin, un JPEG à 60 millions, c'est de la folie. Mais c'est 13 ans de travail, quoi. Donc, ça, c'est très inspirant, je trouve. Je suis d'accord. Oui, justement, Mathieu, on se demandait, parce que tu as tokenisé donc un de tes épisodes, de tes émissions. Et donc, on se demandait si c'est quelque chose que tu voulais intégrer dans ton business. C'est quelque chose que je veux explorer en 2022, très clairement. Ce token, il partait d'une blague, c'est-à-dire que dans l'épisode avec John Carp, on se dit, tiens, on pourrait faire quelque chose. Donc techniquement, je me suis dit, tokeniser l'épisode, je ne sais pas exactement ce que ça va vouloir dire, est-ce que je pourrais rendre là-dessus Normalement, il devrait y avoir des histoires potentiellement peut-être de transactions, de choses comme ça. J'ai voulu aller assez vite. Tu vois, pas rester bloqué en me disant, en prenant la tête, qu'est-ce que je fais? Prendre un avocat avec les droits, qu'est-ce que je dois reverser? Comment ça se passe? Est-ce que je donne du copyright, du droit d'auteur? Et donc, du coup, ce qu'on a fait, c'est qu'on a décidé de faire un événement physique. Lié à l'épisode. Donc, quand tu as le NFT de la martingale, épisode, je sais plus, 83, je dirais comme ça, eh bien, tu as un accès à un petit déj au Royal Monceau, le 19 janvier 2022, avec John et moi. Donc ce petit déj coûte déjà pas mal d'argent parce que c'est un bel endroit. Donc nous, l'idée, c'est pas forcément de gagner de l'argent, c'était plus de créer une expérience autour de ça. Mais c'est là où c'est drôle, parce que tu te dis, ok, en parlant avec Fred Montagnon dans mon épisode sur Génération Do It Yourself avec Ariani, sur Ariani, il me dit, mais tu vois, en fait, ce NFT, sa valeur, elle pourra, ou pas, mais elle pourrait être prolongée par la suite. Parce qu'en fait,
il y a différents cas d'usage. Les personnes qui ont assisté au petit-déj, on saura à ce moment-là qu'ils étaient propriétaires du NFT au moment du petit-déj. Et on saura que ça fait partie des early adopters des NFT et de la martingale. Donc, ils rentrent dans un club de facto, peu importe, mais le club des 5 personnes qui étaient à ce petit-déj. Donc, il y avait 5 tokens. Il y a 5 tokens, Okay. voilà. Sur les 5, ils ont été tous les 5 vendus en 24 heures, même pas. Et il y en a un sixième, enfin, un des 5 a été revendu à 10 fois le prix. Ah, c'est vrai. Et moi, je prends 10% de royalty. Donc, du coup, j'ai touché l'équivalent de 6. Bon, c'est $250 le token. Donc, x6. Bon, c'est toujours intéressant. Ouais. Ça m'a fait quelques éthers. Non, pas quelques éthers, quelques bouts d'éthers plutôt. Mais surtout, en fait, ça te montre à quel point c'est simple, en fait, de créer ça. Oui, puis ça aide la compréhension. Exactement. En le faisant. Et donc après, l'idée, tu vois, c'est là où je me projette et je me dis, à chaque épisode de Génération Do It Yourself, je donne une casquette à mes invités. Ils ont la casquette invité. Pour avoir cette casquette, il faut être passé sur Génération Do It Yourself. Et dans mon idée, en fait, c'était déjà un collectible, cette casquette. C'était un truc, un collector, où seuls les gens qui sont passés, je leur disais, si tu vois quelqu'un dans la rue, tu auras Yannick Noah, tu auras Patrick Moratoglou ou je ne sais qui, et ben, il aura la casquette Génération Do It Yourself, comme toi. Donc tu en vois certains, Bob Sinclair sur Insta, qui va faire des énormes soirées avec la casquette à l'envers. C'est le label de qualité. C'est un objet qui fédère une communauté. Exactement. Et donc, en fait, mon idée là, tu vois, de me dire, potentiellement, une des premières, à quoi ça sert, j'en sais rien, c'est peut-être juste un truc rigolo, mais je pourrais faire un NFT lié à la casquette. Oui. Donc, toutes les personnes qui sont passées sur Génération Do It Yourself auront un NFT. C'était passé 2 fois, 3 fois, tu auras 3 NFT. Qu'est-ce que ça te donne ensuite? On verra plus tard, tu vois. Il y a quelque chose de très puissant dans ça. Ça s'appelle un social token dans l'univers des NFT, c'est-à-dire un objet qui fédère, qui stimule la communauté qui entretient la communauté, qui l'incite à t'écouter plus, qui l'incite à acheter le token, etc. Parce que ce token, il est échangeable contre un petit déjeuner avec toi et avec John Carp. Et jusqu'au 19 janvier, jour du petit déjeuner, le token peut se vendre et se revendre à des gens au plus offrant, finalement. Et donc, les gens qui vont acheter ce token vont se dire, ah, mais tiens, Mathieu Stéphanie, ah oui, John Carp, tiens, je connaissais pas, bah, tiens, je vais acheter le token, c'est intéressant. Et finalement, ça élargit le champ d'action d'avoir un social token. Et là, il n'y en a que 5, mais il y a des entreprises, je sais qu'il y a le fameux Gary Vee, là, le milliardaire américain, qui joue beaucoup là-dessus. Lui, il a émis des milliers de tokens qui donnent accès à ses conférences. Alors, il donne des conférences dans le monde entier. Et ces tokens se revendent très cher maintenant. Et donc, il dit, avec un token, vous accéderez tout 2022, tout 2023 à mes conférences. Et c'est très fort pour les entreprises, ça. Il faut que les gens comprennent que ce social token peut permettre d'inciter, d'exciter, d'amuser la communauté en offrant quelque chose en échange. Mais en attendant, ce token est diffusé, se diffuse. Et c'est comme une monnaie locale, finalement, de l'entreprise. Donc, il y a quelque chose de très intéressant. Et je trouve que ton NFT, donc, ouais... j'ai vu effectivement sur Rarible, il y a un truc que j'ai vu, tu as parlé des royalties. Donc, il faut savoir que tu es allé sur une marketplace, donc une place de marché qui s'appelle Rarible, qui est assez connue, et tu t'es mis, toi, 10% de royalties à chaque revente du token. Ce qui veut dire que s'il est revendu 10 fois, tu touches 10 fois un petit montant sur cette revente et pour l'éternité. Mais tu aurais dû fixer le petit déjeuner en juin, ça aurait eu plus de chance que ce soit. Non, mais en juin, je pense qu'on aura fait d'autres expériences. Mais en fait, ce que m'expliquait Fred Montagnon, c'est que on peut redonner éventuellement une valeur à ce token en plus ensuite. C'est-à-dire qu'on peut dire plus tard. D'ailleurs, vous pouvez aussi, tu vois. C'est ce qui est drôle. Oui. C'est que en fait, si toi, tu es une banque, vous avez envie de dire sur Benjamin, sur mes œuvres, toutes les personnes qui ont le token de la martingale ont 50% sur mes œuvres. Je sais pas comment tu peux faire ça, mais tu peux dire un truc, tu peux tout à fait faire quelque chose comme ça, alors que moi j'ai pas la maîtrise là-dessus. La seule chose que j'aurais, c'est que si vous lui donnez de la valeur, comme je prends 10% de royalty, s'il continue à être échangé pour cette valeur, et ben j'en profiterai aussi en ayant été le créateur de ce token. Et c'est ça qui est intéressant, c'est qu'en fait il ne s'arrête pas de vivre nécessairement, il est probable que ce soit le cas, mais le 19 janvier. Il pourrait continuer à vivre plus tard. Il va rentrer dans la famille des tokens de la martingale et en plus, il sera le premier token à jamais émis par la martingale. Et ton token, tu aurais pu, en visuel, au lieu de prendre ton visuel, par exemple, tu aurais pu interroger un artiste, un créateur de mode, n'importe qui, et disant « fais-moi un visuel ». Benjamin Spark, par exemple. Par exemple, mais ça aurait pu être n'importe qui. Et finalement, ce token aurait été non seulement adossé à ton nom, mais adossé
au JPEG qui représente ce token, donc adossé à l'artiste qui l'aurait créé. Et là, ça va encore plus loin. Donc tu augmentes la valeur. Tu augmentes doublement la valeur sur ton nom et sur le nom de la personne qui aura fait le JPEG du token, qui à la limite après pourrait s'échanger simplement pour la valeur faciale du JPEG qui est représenté, quoi. Parce que sinon, en effet, dans une dynamique de créateur, la logique... Alors là, il faudrait aller un tout petit peu plus loin, je pense, justement dans ce qu'on appelle les DAO, donc Decentralized Autonomous Organizations, avec des tokens qui seraient créés, soit par épisode, soit par saison, etc., sur lesquels, en fait, on pourrait avoir des auditeurs ou une communauté qui investit sur une saison de la Martingale ou de Génération Do It Yourself et qui me permet de la monétiser, qui aurait des royalties si jamais il y avait un revenu en face. La difficulté que j'ai, voyez, aujourd'hui, et je voudrais éventuellement aller creuser ça, la difficulté que j'ai par rapport à ça, c'est que sur la Martingale, par exemple, on a déjà vendu tous nos écrans 2000... je dis des écrans, c'est pas des écrans, mais nos écoutes, nos espaces 2000... tous nos sponsors en 2022. Donc on n'a pas encore commencé cette année-là. Je crois qu'il y a 52 épisodes qui ont déjà été vendus. Donc, je sais pas ce que je peux rajouter, tu vois, là-dessus. Sur Génération Do It Yourself, on doit être à 6 mois, du coup, jusqu'à... En tout cas, c'est pas exactement jusqu'à juin, parce qu'on a dû vendre à peu près tout jusqu'à mai, et plus des mois sur la fin de l'année, parce qu'on a des sponsors qui se positionnent aussi. Donc, du coup, voilà, on a un peu passé ce cap de valeur. On est un peu old school dans cette approche. Même si c'était très new school il y a 2 ans, on est old school dans cette approche. Et il faudrait voir ce que je peux créer de plus pour cette communauté. Parce que je pense que ce qui est intéressant, quand même, dans ces tokens, c'est de se dire, OK, je viens miser sur Génération Do It Yourself, je viens miser sur la Martingale, et à un moment, je vais avoir un reward potentiellement financier, tu vois. Donc, Oui, mais les podcasts, c'est une facette c'est une facette de ce que tu fais. Le token, il pourrait être... Parce que là, tu parles de monétisation, c'est de l'intégration de publicité dans le podcast. Mais tu pourrais offrir d'autres expériences. Si tu tokenises, tu peux offrir, je sais pas, à quelqu'un de venir pouvoir bosser 1 an ici dans tes bureaux, de profiter de la synergie de Cosa Vostra, je sais pas, 2 heures de brainstorming avec toi. Enfin, j'imagine que c'est assez vaste. Et puis le créatif, c'est toi. Oui, non, c'est vrai. Donc, mais c'est pas forcément de l'intégration sur le podcast. Ça peut être plein de facettes et plein d'expériences liées à ça. C'est ce que me disait toujours Gary Vee, là. je le recite encore. Gary Vaynerchuk, c'est un type dingue. Il disait à quelqu'un qui vend, je sais pas, des chaussures ou un coiffeur, il disait, mais au lieu d'émettre une facture à votre client, émettez un NFT avec un JPEG d'un créateur, quelqu'un qui aurait fait un JPEG original. Et ça vous sert de facture. Et il dit comme ça, votre NFT, il prendra peut-être ou pas, mais il est possible qu'il prenne de la valeur. Et en revanche, la personne qui a émise garde 10% de royalties. Effectivement, ces royalties sont éternelles et perpétuelles s'il y a des reventes de tokens. Ce qui est un modèle économique complètement dément d'ailleurs. Même, voilà, moi je le vis pour l'art, mais j'imagine pour n'importe quel business, c'est juste dément. Dans le retail, etc., imaginez acheter une basket et qu'à chaque revente de la basket, l'entreprise, la marque touche finalement un royalty, ou alors même pour après des associations, pour du caritatif, etc. Ça peut être dément. Hein. Et tu peux le faire sur, en effet, du caritatif. Là, je pensais par exemple à nous, on en parlait un petit peu autour de Cosa Vostra, mais on pourrait vendre, nous, tu vois, je sais pas, sur le prochain semestre, donc Q1 2022, on a une bonne visibilité sur ce qu'on va faire, mais je pourrais dire par exemple Q3, Q4, si vous voulez, je vous propose d'acheter en amont la moitié de mes jours-hommes disponibles. Et puis, si vous les utilisez pas, vous pouvez les revendre. Je vous les rachète, ou d'autres clients vous les rachèteront. Moi, ça me permet d'avoir une visibilité sur ma trésor, sur mes emplois, etc. Puis ils sont sécurisés, ils sont vendus. Donc du coup, après, s'ils sont vendus et que tu prends une royalty, finalement, c'est très bien, quoi. Ouais, un monde à réinventer. Finalement, ce qui est chouette, c'est que quelque part, tout est à construire et tout est à imaginer. On rencontrait hier un ami à nous qui est dans cet écosystème qui disait, mais en fait, les gens s'arrêtent au problème. Mais en fait, il n'y a pas de problème. Tout est à construire et il faut dépasser ça. Donc, voilà. Moi, c'est sur la notion de propriété que je trouve ça hyper intéressant. Alors, ils en parlent avec Ariani sur les objets de luxe, parce qu'évidemment, je prends ce verre qui a 0 valeur. Il est joli, mais Ikea probablement. Il a 0 valeur, donc à faire un NFT pour le certifier, ça n'a aucun intérêt. Okay. Mais tu prends une belle montre, un bel... en fait...
on te la vole chez toi et qu'avec tu as un certificat de garantie au papier, honnêtement, tu as tout perdu. Si on te vole ta montre et qu'on dit pour qu'elle garde sa valeur, il faut avoir le NFT qui est lié, sinon elle vaut plus rien, parce que ça veut dire que c'est du resell et que c'est une montre. Et ben à ce moment-là, tu réfléchiras avant de l'acheter. Et donc là, il y a un énorme truc et il y a un énorme business pour les marques de luxe qui, pour certaines, commencent à s'en rendre compte enfin, mais notamment nous on le fait on commence à travailler là-dessus pour un ou deux clients pour ce qu'on appelle le marché du vintage. On appelait ça la seconde main, mais c'est moins chic. Il y a la seconde main ou le pre-owned, donc oui, c'est un peu pareil. Et en fait, pour une marque, récupérer tous les anciens modèles. Imagine, on te dit, je prends cette montre. On te dit, tiens, elle n'a pas de NFT lié. Je voudrais la faire... j'ai perdu la facture, ou même je ne l'ai pas perdue. Mais voilà, je vais la renvoyer chez le fabricant. Il va me la réviser. Il va créer un NFT. Et il va soit me la rendre, contre un prix, parce qu'il m'a fait une révision. Soit à la limite, même, il me le fait gratuitement. Mais en échange, sur le NFT, il prend 10%. Ouais. C'est là qu'on voit que tu es créatif. Et il prend 10% sur ce NFT. Il m'a fait ma révision gratuite. Ouais. Et le jour où je la vends, il va prendre 10%. Et potentiellement, à chaque fois, il va prendre 10%, mais à chaque fois, il va la réviser, par exemple, pour 10%. Mais 10% de cette montre-là, ça vaut bien une révision. Bien sûr. Et donc, du coup, après, tu te dis, sur pas mal de projets comme ça, eux, ils ont intérêt à rapatrier même tous leurs anciennes productions pour les cartographier, savoir qui, parce qu'après, ils vont pouvoir, si les propriétaires de ces NFT sont d'accord, parce c'est le principe de la souveraineté de ces données, mais s'ils sont d'accord, ils vont pouvoir dialoguer avec eux, leur dire, tiens, puisque tu as déjà 4 NFT de telle marque, de ma marque, et ben sur la prochaine série, je te fais soit une remise, soit une avant-première, et tu as le droit de l'acheter avant tout le monde, soit, enfin voilà, tu peux faire un truc, c'est hyper puissant, mais hyper puissant. Oui, et puis c'est une façon aussi pour la marque de rester en contact avec le vrai propriétaire de la montre, parce qu'aujourd'hui, on sait que les problématiques, c'est que tu achètes une montre à Noël pour offrir à ton père, à ton mari, à ton voisin. Tu offres la montre et la marque a perdu le lien avec le client. Donc là, le NFT, ça permet à la marque de rester en contact avec le client et de créer des expériences pour fidéliser et évidemment créer la communauté. Et on revient sur les communautés. Alors Mathieu, nous, ce qui nous intéresse, c'est le Mathieu Stéphanie qui parle des NFT. On suit tes podcasts, évidemment, de très près, tu le sais. Tu as reçu pas mal d'acteurs importants dans les NFT, français, entre autres. Donc, tu fais un peu aussi notre job. C'est-à-dire que tu souhaites démocratiser le NFT. Je sais que ça t'intéresse beaucoup personnellement. Tu le dis, t'hésites pas à dire que oui, ça t'intéresse, mais que tu n'as pas le temps aujourd'hui d'en acheter beaucoup. Enfin, tu regardes ça. Comment tu vois, est-ce que tu vas recevoir de plus en plus de gens dans les NFT? Est-ce que c'est quelque chose, c'est une ligne directrice pour 2022? C'est une bonne question. Oui, un peu. Après, moi, je veux si je fais beaucoup d'entrepreneurs de la tech, c'est parce que c'est un univers qui me passionne. Le NFT, le Web3 rentrant dans cet univers. Puis j'avais fait en plus des artistes déjà, des sportifs, des hommes politiques, donc des gens aussi souvent aussi communautaires. Hein, le politique, le sportif fonctionne quand même pas mal comme ça dans son modèle économique. L'artiste évidemment aussi. Ce qui m'intéresse, c'est de voir un tout petit peu, d'essayer de comprendre un peu le futur. De voir le futur. Encore une fois, je suis pas un gourou, donc je dis pas c'est comme ça que ça va se passer. Je sens des choses, je les partage en disant je pense que ce sera comme ça, pas il faut ou voilà. Et le NFT rentre là-dedans. Je pense par exemple que le NFT va prendre une grosse déconvenue. Si c'est pas dans les 12 prochains mois, ce sera dans les 24, parce que quand même, quand tu vas dans ces... tu vois, là on commence du coup en étant visible à me mettre sur des groupes Telegram ou Discord sur lesquels tu as des arrivées massives notamment d'Asiatiques, où tu te dis, dans les échanges, tu comprends un peu qu'ils cherchent juste à sortir de l'argent, alors principalement de Chine, de Hong Kong, de Taïwan, pour se dire, en gros, je vais un jour me faire exproprier de tout ce que je vais avoir, donc je préfère sortir un maximum, même si il y a une bulle, c'est pas grave. Et donc, ça se rume massivement sur certains trucs, enfin, vous l'avez vu, ça n'a ni queue ni tête. Et donc, du coup, évidemment, ça va donner du pouvoir aux détracteurs. Il va falloir être fort le jour où ça continuera à avancer pour pas se dire, comme sur la bulle de 2000-2001, voilà. De se dire, en fait, bon,
en fait, on s'est tous emballés, mais personne n'achètera jamais rien sur Internet, parce que c'est ce qui s'est passé après, c'est ce qui se disait, c'est ce que Internet, ça marchera jamais, quoi. Il y a un article de presse qui tourne sur Twitter, tu sais, qui date des années fin 2000, quand il y a eu le krach boursier, la bulle Internet qui a craché. Il y a eu des journaux qui ont titré « L'Internet, c'est fini. Les gens n'utiliseront plus », en fait. Et il va se passer la même chose. Mais il ne faut pas... Alors, tu as raison de parler des prix. Aujourd'hui, il y a une inflation sur les prix des NFT, les collectibles, les NFT d'art. Mais nous, ce qui nous intéresse avec Claudia dans le podcast ici NFT Business, c'est la technologie du NFT, c'est le marketing que les marques, que les entreprises, que les TPE... C'est les usages. C'est les usages. Voilà, c'est ça qui nous intéresse le plus. Mais tu as raison, les prix vont faire que la bulle va se dégonfler. Les gens vont voir ça et vont se dire, votre techno des NFT, en fait, vous voyez, ça tient pas le coup, ça tient pas la route. Alors que je pense qu'on va pouvoir vite montrer, les entreprises vont pouvoir montrer que ça tient la route. C'est une très belle technologie, extrêmement puissante, si on la manie bien, si on la comprend bien, en fait. Oui, parce qu'en fait, c'est un peu étonnant, mais Benjamin étant artiste, il a fait un podcast, l'art et les NFT, et puis en discutant, en brainstormant, on s'est dit, mais on ne peut pas s'arrêter à ça. Parce qu'en fait, la bulle, elle est là. En fait, la presse, elle ne parle que de ça, le prix de ses œuvres incroyables. Et en fait, c'est par là que va arriver la bulle. Nous, ce qui nous intéresse, c'est de dire, OK, ça va cracher, pas de problème. Mais la technologie, elle est là, et il y a plein d'usages à développer. Quel type d'usage ? Et ça passe par l'explication et surtout, comme Jésus dans ma voiture. Voilà, à un moment donné, tu es chef d'entreprise dans ta voiture, tu te dis, mais bon sang, mais oui, moi aussi, je peux faire ça, je peux l'utiliser. Et c'est tu vois, comparable à... finalement, pour moi, je voyais un peu Facebook, et ce qui est assez drôle, c'est que l'univers qui m'a le plus perturbé, ouvert les esprits et chamboulé au début du Web 2, c'est MySpace. Et en fait, MySpace, ça m'a flingué. Honnêtement, j'ai vu ce truc où tu pouvais facilement changer plein de trucs, rentrer en contact avec, je sais pas, moi j'étais amoureux de Dudson Cross, toi qui étais dans les magazines féminins, tu vois, ce mannequin hollandais, et on parlait sur MySpace avec Dudson, quoi, tu vois, c'était presque ma cop, parce que j'exagère, mais tu vois, on échangeait, ça nous arrivait en fait. C'était n'importe quoi en fait, tu sais, tu te retrouvais dans un truc où... Tu rencontrais, tu parlais avec des artistes américains que tu kiffais tellement et en fait tu disais mais c'est fou en fait ce qui est en train de se passer là, c'est vraiment fou en fait, on est en train de libérer un truc et voilà et bon ben MySpace s'est craché quoi. Et il n'empêche que cette promesse derrière du Web 2 de pouvoir échanger assez vite de créer ces communautés, de publier des choses qui nous font plaisir, de s'émanciper, de s'élever soi-même, a été réalisé, quoi. Au profit, souvent un peu trop de méga-sociétés. Et je leur crache pas la pierre. Honnêtement, j'aurais été à leur place, j'aurais fait pareil. Hein. Donc soyons clairs, je suis pas en train de dire c'est pas bien, etc. Je dis juste que c'est peut-être bien de pouvoir à un moment se dire on va peut-être rééquilibrer tout ça. Peut-être faire autre chose, oui, exactement. Mais donc, ce qui nous intéressait aussi, c'est évidemment de comprendre, parce que moi, j'ai l'impression que... Enfin, je sens, je me trompe peut-être, mais que tu fais les choses pour comprendre, que tu as vide de compréhension. Et donc, ces podcasts qui tournaient autour de ces nouvelles technologies, NFT, Web 3.0, etc., c'était surtout parce que, égoïstement, tu voulais comprendre, maîtriser, et surtout, comme tu es un businessman, un entrepreneur, un serial entrepreneur, tu voulais comprendre s'il y avait du business derrière. Et donc, c'est aussi pour ça que c'est sympa de t'avoir comme premier invité, parce que finalement, c'est l'exemple même de, aujourd'hui, on est dans une société où on doit faire. On doit arrêter de... Mais c'est exactement ça, vous me posiez la question tout à l'heure de me présenter, etc. Moi, la chance que j'ai quand je dis je suis un témoin et tout ça, c'est qu'en fait, si j'ai envie de comprendre quelque chose, si je vois un truc qui commence à exploser, je vois Sorare, et puis je me dis, mais attends... Sorare, je comprends rien en fait, je comprends rien à ce qu'ils font. Non mais tu vois, tant que t'as pas mis les mains dedans et que tu comprends pas et que t'adhères pas au truc, je comprends pas. Et donc t'as plusieurs options. Mais faire parler pendant 2h30 le founder d'une boîte qui vient de lever 800 millions, qui a 3 ans, qui vaut 5 milliards, enfin, tu vois, c'est une chance inouïe que j'ai. Et j'ai eu la chance, en faisant, comme tout le monde, en expérimentant, tu vois, il y a quelques années, moi, ce que j'ai découvert, c'est le podcast. 10 ans, allez, un peu moins de 10 ans après MySpace, ça a été le podcast. Et je me suis dit, quand j'ai découvert en 2014, 2013,
Tim Ferriss, Joe Rogan, James Altucher, j'en passe d'autres, des Américains, je me suis dit, mais c'est fou. Et donc, du coup, je me suis mis à faire. Et puis, là, maintenant, je suis à cette intersection et je pense qu'en effet, mon prochain podcast sera dans les NFT et le Web3. Ouais. Alors, comme disait Claudia, tu cherches à comprendre. Et Pardon, pas mon podcast. Je vais pas faire un podcast sur le sujet. Pardon, mais ma prochaine martingale. Si non, tu vas pas nous concurrencer. Non, déjà, c'est pas l'idée. J'en ai assez là. Comme disait Claudia, on s'intéresse à toi, aux invités que tu reçois dans ton podcast, et on sait que tu as de la crypto-monnaie. On sait que ça t'intéresse beaucoup. Nous aussi, évidemment, parce qu'en fait, il faut bien faire comprendre que beaucoup de gens sont comme moi. Moi, j'ai d'abord découvert les NFT, l'art et les NFT. Et après, en gagnant des Ethers, je me suis dit, mais qu'est-ce que je fais avec ces Ethers ? Et puis d'abord, qu'est-ce que c'est qu'un Ether ? Quelle est sa valeur ? Tiens, ça fluctue vachement. Est-ce que je dois le garder ? Est-ce que je dois tout de suite le transformer en euros, etc. Et je sais que c'est des problématiques qui t'interrogent. Et quand on est dans le NFT, il faut s'interroger sur la valeur de la crypto, sur la gestion de ses assets, finalement. Donc toi, tu as des cryptos depuis à peu près 1 an, je crois savoir. Des cryptos, ça fait plutôt 2 ans. 2 ans. Un tout petit peu. Les toutes premières, c'était un peu avant le confinement numéro 1. Donc avant, fin 2019. J'aurais aimé en avoir avant. En fait, ce qui est marrant, c'est que alors évidemment, tout le monde peut refaire le monde et refaire le match, mais on retrouvait un échange avec des potes en 2017 où je leur disais le Bitcoin, c'était 2017 ou 2018 2017 je dirais, le Bitcoin était à 1500 dollars ou quelque chose comme ça, et je leur disais faut y aller, et moi j'avais pas d'argent. Il faut voir que en fait 2017 moi j'achetais ces bureaux. Alors tu dis il faut avoir de l'argent pour acheter ces bureaux, mais en fait on était rincés. J'ai toujours été comme ça, je suis toujours moi je suis toujours au ras des pâquerettes. C'est la banque qui achète les bureaux. Voilà, c'est la banque qui achète des bureaux. Moi j'investis tout mon argent tout le temps, et donc j'ai jamais de cash dispo. Et c'est un peu l'histoire de ma vie. Et puis dès que j'en ai eu un petit peu, ou que je me suis mis à faire un peu du dollar cost averaging, donc un achat, voilà, ça fait à peu près 2 ans, et j'ai quasiment que des Ethers, des Bitcoins et des Dash sur lesquels j'ai perdu 60% de la valeur de tous mes Dash. Ouais, mais donc c'est ça la question qu'on se pose avec Claudia. On va avoir ton avis là-dessus. Est-ce que tu penses que l'adoption des NFT va passer par la compréhension du monde des cryptos ? Est-ce que tu penses que c'est important de dire aux gens commencez à acheter de l'Ether, par exemple, qui est la crypto-monnaie la plus répandue sur les NFT ? Ou est-ce que tu ferais l'inverse ? Tu dirais intéressez-vous plutôt aux NFT via l'art, par exemple, essayez de suivre des bons artistes digitaux. Ou est-ce que la crypto, à ton avis, quel est ton avis là-dessus, justement ? Moi, je pense qu'il faut avoir un wallet avec des choses dedans. Ah ouais, voilà. Okay. Déjà, pour comprendre un peu comment ça fonctionne. Ouais. Donc, un MetaMask. Voilà, MetaMask. Donc, souvent, l'approche la plus simple pour avoir un wallet avec des choses dedans, c'est que tu vas sur une plateforme Kraken, Coinbase, Binance, tu vas acheter 1/10 ou un peu moins, même 1/100 de Bitcoin. Voilà, tu vas acheter $100 de Bitcoin, 100 euros d'Ether, et puis tu vas comprendre un peu comment ça fonctionne. Tu vas les envoyer donc sur ton wallet MetaMask, voilà. Et après, éventuellement, tu vas aller te balader sur Uniswap ou OpenSea ou Rarible, acheter des NFT ou des choses comme ça avec parce que pour acheter ton NFT, généralement, il te faudra quand même un peu d'Ether ou de Bitcoin, souvent de l'Ether. Bon. Donc moi je pense que c'est un peu ça qu'il faut faire dans l'ordre, en mettant en fait là j'ai dit 100, mais tu peux le mettre avec 50 euros, avec rien en fait. C'est juste comprendre ce que c'est que le wallet, et que en fait après en avançant dans cet univers, tu vois que tu peux avec ton wallet te connecter à certains sites internet, comme si c'était un Google Connect ou un Facebook Connect. Donc tu te connectes en étant à la fois anonyme, parce que le site, tu peux décider ou non de lui donner des infos sur toi ou pas, et tu commences à comprendre ce que c'est que le Web3 et cette souveraineté de données, où en fait toutes les données, typiquement la force de ce wallet en te disant je pourrais avoir toutes mes données médicales et dire tiens, j'ouvre ces données. Sur le médical, c'est d'une profondeur incroyable. Ouais. Moi aujourd'hui j'ai ce bracelet Fitbit. Fitbit appartient à Google. Enfin, je veux dire, c'est quand même ouf. Je donne des données, je sais pas où elles vont. Alors évidemment, on me dit, et j'y crois, et moi je trouve ça assez cool, ça coûte rien de faire ça. Je peux les analyser, ça me coûte une fois 80 balles pour avoir ce bracelet, ce qui vaut rien en vrai. Et derrière, je peux analyser tout. Mais
t'imagines la valeur de ces données? C'est pas ma valeur individuelle des données de Mathieu Stéphanie qui valent quelque chose, c'est la valeur c'est ce qu'on va en faire. Ouais. C'est ce qu'on va en faire. Et Si donc, demain, tu as une assurance qui te dit « Moi, je ne veux plus t'assurer parce que tu... » mille autres raisons. Exactement. On se posera des questions, on se dira « Ok, ben, ça a réellement de la valeur et ce n'est pas anodin de porter une montre comme ça. » Exactement. Oui, tout à fait. Mais... Oui, mais tu parles des données. Alors, tu as raison, je pense que les données, ça aussi, on peut en parler parce que les NFT, ce qui est étonnant pour moi, c'est que je suis beaucoup d'artistes digitaux. Il y a de la dystopie tout le temps. Alors, la dystopie, c'est une vision sombre de l'avenir. Les artistes évoquent très souvent cette vision sombre, un peu comme la science-fiction le faisait, comme Matrix, quoi. Matrix, c'est typiquement ça. C'est-à-dire pourquoi l'avenir de demain, enfin, pourquoi le monde de demain serait forcément dominé par des machines qui nous veulent du mal et qui veulent nous manger. C'est pas nécessairement ça. Et les données médicales dont tu parles, peut-être expliquer qu'elles ne sont pas forcément reliées à Mathieu Stéphanie, qu'elles font partie de milliards de données. Qu'elles sont traitées, brassées, triées et utilisées. Et utilisées, mais pour mieux comprendre le fonctionnement des pathologies, etc. Donc, est-ce que c'est forcément négatif? Je crois qu'il y a une pédagogie importante à faire. Encore faudrait-il que Facebook nous explique, ou Google nous explique ce qu'ils font réellement avec ces données. Ouais. Mais ce qui est dangereux, c'est que c'est centralisé. Donc, on revient sur la centralisation et la décentralisation. C'est dangereux parce que ça veut dire que c'est les données du monde entier dans les mains d'une seule personne qui, demain, peut péter un câble et décider 1000 choses. Peut les perdre, peut avoir peut se faire hacker, plein de choses. Alors, je dis pas que les NFT, on parle de quantum computing, de choses comme ça, les NFT soient inviolables. Pour l'instant, c'est un peu le cas sur pas mal de blockchains, mais on sait jamais où ça ira. Mais tu vois, si moi, à un moment, je peux arriver chez mon docteur, lui dire, tiens, voilà, regarde toutes mes données biométriques. Je vais lui dire l'oxygénation de mon sang, mes heures de sommeil ces 3 dernières années, ces 10 dernières années, le nombre de sports que j'ai fait, potentiellement à un moment il doit pouvoir me donner un peu d'alimentation, de tas de choses. Enfin, ça peut, j'imagine, donner beaucoup de choses pour comprendre des maladies, des pathologies, des choses comme ça. Donc, et ça tu pourras le décider potentiellement. Si tu dois le décider en disant tiens connecte-toi à mon compte Google, tu vois c'est un peu what the fuck quand même l'idée quoi. Ça fait un peu peur. Sur la décentralisation, Claudia parlait de décentralisation. Tous ceux qui suivent le Web3, la blockchain, savent que c'est le mot-clé. Hein, décentralisation, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de chef. Tu parlais tout à l'heure des DAO, Decentralized Autonomous Organization, et tu as raison, parce que ça va être le mot-clé de l'année prochaine. Ça, je le sais, on le sent avec Claudia, on en parle. Mais peut-être qu'on peut expliquer ce que c'est, parce que je ne suis pas sûre que tout le monde comprenne. Je ne sais pas... Qui veut expliquer? C'est le principe, ce que disait Mathieu, c'est le principe de décentraliser. C'est une association d'individus qui n'ont pas de chef et dont l'organisation est régie par un smart contract. Donc en fait, c'est un petit bout. Le smart contract, c'est le petit bout de code, le petit bout de logiciel qui est sur une blockchain qui décide de moduler les interactions finalement. Tu pourrais faire une DAO, par exemple, qui serait une analogie du beurre. Qui serait en fait, alors j'imagine qu'il y en a des millions déjà de créés parce que ça semble tellement évident, mais en gros tu vas dire on est plein de chauffeurs, alors tu vas commencer à Paris, on va créer cette organisation qui fait que plutôt que d'avoir une centralisation des données chez Uber, qui est une société tierce, nous on va organiser ça entre nous et en fait tout va être régi selon ces règles-là. Et plus tu utilises en tant que chauffeur Uber la proof of work, donc les fameuses, plus tu vas avoir de cryptos qui vont se valoriser, plus les clients utilisent potentiellement eux-mêmes. S'ils utilisent depuis longtemps, ils pourraient décider d'en acheter ou d'en gagner, des rewards aussi. Alors ça, c'est quoi? Proof of... Il y a Authority et le troisième, c'est le Proof of... Il y a Proof of Stake. Stake, voilà. Donc stake, ce serait le staking. Voilà. Et donc, en fait, tu vas avoir différents usages de tout ça. Et en fait, à la fin, le reward va à ceux qui le construisent, ceux qui travaillent et ceux qui l'utilisent, et pas forcément à une personne centrale. C'est quasi anticapitaliste, hein. J'exagère un peu, mais c'est très difficile de se projeter. C'est un des moments où j'en parle d'ailleurs avec Fred Montagnon dans mon épisode. C'est-à-dire qu'une organisation comme Cosa Vostra, alors il y a des besoins de centralisation chez nous parce que justement, ce que viennent chercher des clients, c'est une marque. Et une marque, c'est quelque chose d'assez centralisé. Quoi qu'il arrive. Mais c'est un peu la difficulté. Moi, je ne vois pas exactement jusqu'où ça peut se passer. Il doit y avoir des process, un certain nombre de choses à respecter, etc., qui font qu'en fait, le client vient chercher Cosa Vostra parce qu'il est
assuré, rassuré de travailler avec un organisme qui a une street cred, qui fait bien les choses, qui va pas le laisser tomber parce que, je sais pas, il a changé d'avis sur un truc. Voilà. La difficulté, c'est d'être capable d'organiser tout ça, mais dans les communautés, en tout cas, c'est hyper intéressant. Dans le business, c'est difficile, et d'autant plus chez Cosa Vostra, parce que les gens sont aujourd'hui, avec justement la communauté et la notoriété que tu as développée à travers ces podcasts, les gens, quand ils viennent chez Cosa Vostra, et j'ai cru le lire quelque part, que ça avait généré pas mal de chiffres d'affaires. Les podcasts avaient généré pas mal de chiffres d'affaires chez Cosa Vostra. Donc, effectivement, les gens viennent parce que cette marque est représentée par une personne physique, en fait. Tout à fait, mais en soi, tu vois, il serait pas idiot de se dire, en fait, comment je pourrais avoir autour de Cosa Vostra cette organisation décentralisée, autonome, avec des gens qui peuvent régir selon un certain nombre de... est-ce que c'est des règles ou en tout cas d'éléments qui vont régir en effet tout ça pour dire si tu veux venir bosser et graviter autour de tout ça, non seulement tu vas pouvoir avoir du boulot, mais en plus gagner des tokens qui te permettront soit de les revendre et d'en faire quelque chose, soit voilà, tout ça reste encore assez ça fonctionne bien aussi. On en parlait sur des clubs de foot, des clubs de judo, des clubs de tout ce que tu veux en fait, avec une organisation potentiellement décentralisée qui n'a pas toujours un président, quelque chose, et qui est bien organisé par la masse en fait. Et donc Uber, ça marche bien potentiellement. Des boîtes comme je cherche Malte ou des choses comme ça, je pense que ça marcherait bien aussi, où en fait tu vas être une armée d'individus qui va pas vouloir être centralisée mais totalement ça marche très bien sur la finance décentralisée, donc c'est les banques de demain, ou qui permettent de stacker ses jetons, enfin ses tokens, enfin de faire travailler ses tokens, tout comme on fait travailler son argent en banque. Il y a aujourd'hui des sites comme Uniswap, tu parlais d'Uniswap. Oui. Alors, ils ont fait une DAO et il y a plusieurs millions de personnes dans cette DAO. Ils font des votes en disant est-ce qu'on passe de la V2 à la V3 la semaine prochaine, vous votez tous. Et il y a des millions de votes et c'est régi par ces smart contracts et la majorité décide par vote et c'est adopté immédiatement par le code. En fait, c'est le code qui dit vous avez voté, la majorité s'est exprimée, voilà, c'est acté. Et c'est décidé, on passe à la V3. Et tu peux le voir on pourrait le voir, hein. Alors c'est pas comme ça aujourd'hui, c'est réglé par des notaires, etc. Mais sur un immeuble en fait, quoi, tout simplement, quoi. Je sais pas moi, si t'as un immeuble avec 100 appartements de la même taille et du machin, tu vas dire un NFT ou un token par appartement, et puis tu peux l'acheter, le revendre, ce token, et puis quand tu vends le token, t'as un droit à telle chose, et puis si tout le monde veut venir vivre, c'est le plus simple, hein, s'ils sont dans cet appartement parce que c'est le meilleur et qu'il est bien placé, le token va monter, si il est bien gérer si il y a des partenaires qui gravitent autour de cet immeuble pour telle ou telle raison, parce qu'ils peuvent mettre un panneau au-dessus, et à ce moment-là le prix du token va flamber aussi. Enfin, vous voyez ce que je veux dire, c'est assez simple quand le projette sur du physique. Oui, tout à fait. C'est plus compliqué quand on commence à découper l'appartement. Il y avait une expérience de DAO, pour finir là-dessus, qui vient de tout le monde en parle en ce moment, c'est aux États-Unis. La constitution américaine originale a été mise aux enchères, 40 millions de dollars. Et des citoyens se sont dit, on ne peut pas laisser acheter ça par un individu, un milliardaire, quoi. Alors, ils ont fait une DAO, et il y a des millions, peut-être pas des millions, des centaines de milliers d'Américains qui ont acheté du token et qui ont mis 5 euros, 10 euros, enfin 20 dollars, et qui ont eu un bout de token de cette DAO. Et cette DAO a pu enchérir 40 millions pour racheter la constitution américaine. Ils l'ont eu ? Alors, ils ne l'ont pas eu parce que, très amusant, la limite de la DAO, c'est que tout est transparent, comme tout sur la blockchain. Et donc, le milliardaire américain qui voulait absolument acheter cette constitution a vu que la DAO avait rassemblé 40 millions de dollars. Et lui a dit, j'enchéris à 40 millions de dollars plus 1 dollar. Et il a emporté l'enchère. Et la DAO ne pouvait pas surenchérir puisque l'argent a été limité par la DAO, en fait. Donc, c'est la limite aussi du système. Tout est transparent. D'ailleurs, il faut dire aux entrepreneurs qui nous écoutent, les NFT, c'est transparent. Il faut quand même être une fin de race pour faire un truc comme ça. Excuse-moi du terme. C'est un milliardaire américain. Oui, mais tu vois, te mettre 40 millions plus 1 alors que tu as des dizaines de milliers ou des milliers de personnes qui sont unies pour faire ça et pour pas laisser le mec... ce mec, faut... C'est une moche morale de l'histoire. Hein. Mais ouais, c'est ça, excusez-moi du terme, mais c'est vraiment le mec, tu te dis, mais t'imagines comme tu vas te coucher le soir en disant, putain, excusez-moi, je sais pas si on a le droit de dire des gros mots chez vous, mais je les ai tous niqués. Tout à fait. Donc moi, je me mets aussi à la place de
du chef d'entreprise dans sa voiture le matin. J'aime bien cette idée parce que je fais une projection là. Je me dis, ils doivent quand même être paumés aujourd'hui parce que soit tu es accompagné par Ariani, les meilleurs, voilà, soit tu sais que tu vas devoir transformer, tu ne sais pas par où commencer. Je me dis, ça doit quand même être... tout le monde n'a pas l'occasion comme toi de rencontrer les gens, et de faire ces expériences de faire. Et je comprends par le faire. Oui, mais alors, plusieurs choses. Pardon, je réagis à ce que tu dis. Réagis. C'est pas urgent. On n'est pas dans... C'est pas urgent. Moi, je pense je recommande à tout le monde de le faire parce que je pense que souvent, c'est le genre d'endroit, tu vois, comme le podcast où on me disait « Qu'est-ce que tu fous là-dedans ?» etc. Bah, quand même, quand tu vas assez tôt dans ce game-là, tu comprends pas mal de choses et tu prends un peu d'avance. Donc, et c'est pas très compliqué. Donc, c'est pas urgent. Donc, il faut pas stresser parce que tu y vas pas. Mais la seule chose, c'est que si je te dis attends 2 semaines ou 3 semaines, tu vas attendre 1 an, 2 ans. Bon, moi, j'ai déjà 50 trop pour acheter des cryptos, tu vois. Donc, je me dis, voilà. 2, c'est simple, ce que je disais. Donc, du coup, il faut mettre ce pied dedans, créer ce wallet. Et après créer un NFT qui va te servir à rien et c'est pas grave, tu vois, qui va pas être vendu, etc. Mais juste tu vas comprendre sur OpenSea, sur Arribble, comment créer ce NFT, qu'est-ce que tu pourrais lier à ce truc-là, y mettre, je sais pas moi, une photo, un petit truc, justement un certif de propriété d'un truc qui t'appartient à toi. Est-ce que ça a une valeur? On s'en fout, en fait, c'est pas très grave. Et juste potentiellement l'envoyer à quelqu'un d'autre. Le créez pas sur Ether parce que ça coûte un peu cher, mais tu vas comprendre ce que c'est minter, tu vas comprendre toutes ces choses-là et tu vas voir un peu la force de tout ça. Et après, tu vois, moi, j'ai pas encore testé de me lancer sur une DAO. Fred Montagnon me parle de aragon.net, .org, pardon. C'est là-dessus que je pense que je vais aller creuser un petit peu. On va faire ça un peu prochainement. Vous allez expliquer chez Cosa Vostra à toutes nos équipes plutôt de direction artistique, mais pas que, comment vous voyez les NFT et l'art. Bon, bah voilà, moi, l'idée, c'est juste de se dire, OK, on se renseigne, c'est cool. Il n'y a pas d'urgence, mais je vais mettre un petit peu les mains dedans et j'écoute quelques épisodes. Et puis, en fait, tu vois, entre ce que vous faites là, ce que je fais moi, en fait, avec mes épisodes, c'est open source, tout ça. Ouais. C'est cadeau. Hein. Donc, allez-y, quoi. Vous avez autant de chance que nous. Hein. C'est important ce que tu dis. Tu parlais d'Aragon. Donc, il y a des sites. Il faut que les gens comprennent qu'il y a des sites. Il y a des tutos, en fait, sur YouTube. Pour créer ces NFT, c'est très simple. On peut même créer son smart contract sur YouTube, enfin, si on est un peu développeur, mais je dirais qu'en 2 heures de développement... On mettra quelques liens en description. On mettra des liens parce qu'il faut que les gens réalisent que c'est assez user-friendly quand même aujourd'hui, le monde des NFT. Hein. C'est pas du tout du code. Hein. Mathieu, ni toi, ni moi, ni Claudia, nous sommes développeurs. Non. Et pourtant, on a des tokens, et pourtant, on fait des NFT. Et pourtant, toi, tu vas te lancer dans une DAO parce qu'il y a... ce site web qui est packagé pour créer une DAO en plusieurs clics, en quelques clics finalement. Ce que je voyais, alors c'est un peu plus cher que le NFT. Là, je crois qu'on rentre sur un truc, j'ai l'impression, entre 500 et 1000 $. C'est le coût à peu près pour la création d'une DAO. Ouais. Bon, c'est cher, et en effet, mais à la fois, tu vois, c'est comme, moi j'ai créé des sites marchands en 2011. Ouais. Pour certains, enfin il y en a un, j'ai revendu plus de 100 000 € quelques années après. J'y ai passé des heures, le truc était affreux. Mais je l'ai fait, quoi. J'ai mis les mains dedans et je l'ai fait, j'ai tout compris. Et 10 ou 15 ans après, ça me sert énormément. J'ai compris ce que c'était que les transactions, comment ça fonctionnait, le marketing, le référencement naturel, le social, comment je pouvais commander des produits en Chine, les envoyer dans le monde entier, faire un site multi... Faire un wallet, c'est plus simple que ça. C'est beaucoup plus simple que ça, exactement. Et voilà, et je pense que c'est une des grosses opportunités du moment, en fait. Faut pas être complètement geek ou technique, quoi. Faut juste avoir un peu de bon sens. Oui, et puis c'est vrai que les gens, enfin nous on rencontre pas mal de gens, et dès qu'on leur parle de ça, ils sont paniqués, ils disent oui, j'ai écouté Asher. En fait, ils comprennent rien, parce qu'Asher, évidemment, si tu vas écouter ses premières vidéos, le Bitcoin était à 300 €, je crois. Donc c'est plus du tout d'actualité, et en fait tu prends ces infos aujourd'hui, et en fait ça fait peur à certaines personnes, alors que, bon, moi je dois dire vraiment, j'avoue, j'étais une wallet réfractaire à mort. Tous les jours, Benjamin nous disait, tu fais ton wallet ou pas? Bref, quand je l'ai fait, j'ai fait, ah bon? Parce que moi aussi, je suis passée par un customer centrique, SEO. Et donc, je me suis dit, parce que quand tu as fait tout ça, le wallet, c'est piece of cake, quoi. Ouais. Donc, oui, faites votre wallet, quoi. Oui, on peut dire concrètement, aller sur MetaMask, c'est le wallet le plus répandu mondialement pour tout l'univers des NFT, l'univers de la crypto en général, l'univers de la finance décentralisée, c'est MetaMask. Vous tapez ça dans Google. Et alors surtout, on vous le dira jamais ou sur assez. l'App Store, hein, parce que tu peux le télécharger en application aussi Android,
Apple, ouais, voilà. T'as raison. Et on vous dira jamais assez de noter les 12 mots. Alors, MetaMask va générer 12 mots qui sont votre clé publique et privée. C'est à la fois les deux clés. Mais en tout cas, ce sont 12 mots qui sécurisent votre wallet et que MetaMask vous demandera de noter bien précieusement sur un bout de papier. Et toi, Mathieu, tiens, tu as mis tes 12 mots dans un coffre-fort. Tu les as cachés où? En fait, aujourd'hui, j'utilise principalement Coinbase Wallet. Et c'est une question que j'ai. J'ai cette chaîne de 12 caractères, qui m'a été générée par Coinbase Wallet. Donc Coinbase Wallet, c'est pas Coinbase. Hein. C'est un wallet comme MetaMask qui a été à l'origine publié par Coinbase. La question que je me pose, aurais-tu la réponse à cette question? Est-ce que si j'utilise... Enfin, c'est assez simple, mais j'ai essayé une fois, je crois que ça n'a pas marché. Normalement, ce wallet, il est sur la blockchain. Donc, si j'utilise cette chaîne de 12 caractères, je peux me connecter sur MetaMask ou sur n'importe quelle autre wallet. Il n'est pas lié à une marque. Ah, une marque? Non, il n'est pas lié à une marque, tu as raison, puisqu'ils sont développés par des entreprises privées en général, Coinbase ou MetaMask. Oui, c'est juste un front-end. C'est un front-end et ils utilisent des algorithmes qui sont codés dans la blockchain. Donc, effectivement... D'ailleurs, moi, j'ai un wallet, j'ai un hot wallet, donc un wallet sur le web qui s'appelle Exodus. Et Exodus t'explique aussi, d'ailleurs, que si l'entreprise fait faillite, si votre ordinateur crash, etc., avec ces 12 mots de n'importe quel ordinateur, vous régénérez un wallet d'une marque inconnue, enfin, disons, en marque blanche, quoi, enfin, sans marque, on va dire. Et là, vous utiliserez... Alors là, il faut juste du code. Il faut être expert en code. Donc, c'est pour ça que les 12 mots peuvent être transférés d'un wallet à un autre, effectivement. Ouais, c'est totalement... Parce que c'est open source, parce que c'est transparent et parce que c'est décentralisé, quoi. Il n'y a pas de monsieur blockchain, il n'y a pas de monsieur Bitcoin. Ouais. Donc, j'essaye, tu vois, copy, paste, import. Something went wrong, tu vois. C'est du live. Ouais. Faudrait que j'essaye. En revanche, je crois que les 12 mots MetaMask sont liés à l'ordinateur. C'est-à-dire que si tu changes d'ordinateur, tu dois refaire l'opération. Tu refais sur un autre. Tu peux garder les 12 mots sur d'autres ordinateurs. En revanche, ça va changer ton mot de passe. Ça évoque, tu changes le mot de passe. Voilà. Et ça, on aimerait beaucoup développer aussi. C'est la notion accès et sécurité. Parce qu'en fait, on se rend compte que il y a plein de gens qui font des wallets et puis ils oublient leur mot de passe, ils ne savent pas où les mettre. Ouais. Ils font des photos de leur mot de passe en photo sur leur iPhone sans penser qu'ils peuvent être craqués. Et donc ça, c'est vraiment aussi une notion importante pour nous. C'est vraiment la notion de sécurité et apprendre aux gens que oui, ce n'est pas anodin. Et que finalement, on devient sa propre banque. Donc, il n'y a plus de terre de confiance pour assurer nos arrières. Voilà. Fred Montagnon, dans l'épisode que j'enregistre avec lui, il explique quand même qu'il a acheté 4000 Ethers à 25 centimes. J'en étais malade. Voilà, 25 centimes de dollars, donc 6250 $, quelque chose comme ça. Qu'aujourd'hui, c'est 4000 Ethers. Au moment d'enregistrer, il valait 100 millions de dollars et qu'il a perdu la clé. Hein. Donc, il dort voilà. Est-ce qu'il dort Je crois qu'en fait, une fois que tu as compris que c'est monté petit à petit et que tu as compris que tu ne le reverrais plus jamais, tu le vois monter, ça te fait marrer, tu as perdu 6250. Tu n'as pas perdu 100 millions. Il faut quand même voir. Hein. C'est embêtant de perdre 6250. Ça ne m'est pas arrivé souvent dans ma vie, hein, mais soyons clairs. Mais... J'ai beaucoup pensé à lui, effectivement. Donc, bon, j'y arrive pas à me connecter à mon MetaMask avec mon autre compte. Je vais essayer ça plus tard, après, avec vous. Donc, voilà. C'est un truc qu'on va développer, ça. Les accès, la sécurité, les mots de passe, les 12 mots, etc. Mathieu, quelque chose à rajouter? Non, bravo. Vous êtes sur un bon mélange à la fois business, podcast, vous avez, et puis évidemment NFTs. Vous ajoutez plein de buzzwords en même temps, ça peut que marcher, tu vois, j'imagine. Et voilà, faudrait à un moment, moi ce que j'aimerais, c'est recevoir soit vous, soit avec une newsletter ou un truc, mais toutes les semaines, tu sais, un NFT ou un truc à regarder, parce qu'en fait, moi, mon problème, il est plus là, c'est que et qu'on m'en donne qu'un. Tu sais, juste, tiens, regarde ça, puis je regarde, ça me plaît, j'y vais, ça me plaît pas, j'y vais pas. Le NFT de la semaine, en fait. Ouais, un truc comme ça. À ne pas rater. Parce que, tu vois, moi, souvent, on m'a envoyé, tu vois, au début, j'ai loupé Damien Hirst. Je suis dégoûté, je l'ai acheté pour mon beau-frère, parce que lui, il a bien fait. J'ai loupé JR, et en fait, il faut, à chaque fois qu'on me propose ça, c'est toujours John Carp ou quelqu'un, mon beau-frère, qui me dit, tiens, regarde ce NFT. Mais si je le vois pas, ben, je regarde pas. Et donc, voilà. Donc,
Donc je pense qu'il faudrait faire ce Ok, truc. on va réfléchir à ça. Ouais, merci Mathieu, Merci. Tu es le parrain de notre podcast. Voilà, tu le sais, on l'a décidé. Ouais, avec une boîte comme Cosa Vostra, je peux être que le parrain. C'est le parrain, oui, Cosa Vostra. Exactement. Merci beaucoup pour ta confiance. Merci à vous deux. Merci. Et puis n'oubliez pas de liker, de dire à tout le monde de liker vos épisodes à la fin, de mettre un commentaire sur Apple Podcast. C'est très important. Voilà. Et de nous suivre sur tous les réseaux, Voilà, évidemment. nous suivre sur le réseau. Merci beaucoup. Merci. On a des bientôt. leçons à prendre. Merci. À plus, salut Au revoir. tout le monde.